Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de la 10e journée de cette Transat Jacques Vabre. On va parler bien entendu des ultimes que vous voyez à l'écran, mais on parlera des trois autres catégories, c'est-à-dire les Ocean 50, les IMOCA, les classes 40, nuit qui a été agitée du côté des IMOCA où il y a eu pas mal de casses. On va revenir sur tout ça. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, quand j'ai le temps de regarder les compétitions en direct. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite du côté des ultimes avec, comme vous le voyez, non, il n'y a pas des bateaux qui font demi-tour. On a passé la bouée du côté d'Ascension pour les trois premiers concurrents. Et vous voyez que hier, on avait un trio de tête avec quand même Edmond Rothschild qui commençait à prendre du retard sur les deux bateaux de tête. Pendant la nuit, SVR Lazartigue est passé devant Maxi Banque Populaire. Encore une fois, j'ai l'impression qu'SVR Lazartigue marche très bien quand il y a peu de vent. Par rapport à Banque Populaire qui marche beaucoup mieux quand il est au portant. Il a un peu plus de mal au près, j'ai l'impression, alors que SVR Lazartigue, j'ai l'impression qu'il a à chaque fois refait son retard dans les phases où il y avait du près, où il y avait un peu moins de vent, alors que Banque Populaire avait tendance à s'échapper dès qu'il y avait un petit peu de vent. Donc il y a peut-être des caractéristiques qu'on reverra sur l'Arkea Ultimate Challenge, ça sera au mois de janvier. Du côté donc d'SVR Lazartigue, donc il a pris la tête juste avant de passer la bouée de Ascension, qu'on a passé par le sud, en faisant comme ça. Donc on a vraiment enroulé la bouée, on a fait un demi-tour complet. Ça s'est bien passé du côté d'SVR Lazartigue. Ils ont même fait une petite vidéo avant de faire ce demi-tour, François Gabard et Tom Laperche. Là, il y a une bonne vitesse, ça se passe plutôt bien. Alors on va pas regarder la vitesse sur 24 heures parce qu'elle est fausse, parce qu'en fait pour l'ordinateur, il considère que là on est revenu au même endroit quasiment qu'il y a 24 heures, donc c'est pour ça qu'il me met 5,9 nœuds, ce qui est complètement faux, parce que la vitesse est un peu plus élevée. Alors elle n'était pas très élevée, je pense qu'elle est autour d'une, je dirais 12-13 nœuds grand maximum, mais elle n'est pas à 5 nœuds 9. Et donc 32 nœuds sur les 4 dernières heures. Donc là, ça pousse pas mal quand même sur les bateaux, ça marche bien. Juste derrière, on a Armel Leclerc et Sébastien Josse. Ils sont à 15 nœuds, c'est rien. Très clairement, à 15 000 nautiques, pardon, pas à 15 nœuds. Ils sont à 15 000 nautiques, c'est que dalle. 15 000 nautiques, c'est une trentaine de kilomètres d'écart entre les deux bateaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore un match, parce que, comme vous le voyez sur la carte, hop, on va aller un peu plus haut. Déjà, on va avoir encore un passage par le poteau noir, certainement, vu comment le vent, ça a l'air de marcher du côté de la Martinique. Donc le deuxième passage par le poteau noir va faire mal, surtout qu'en plus il y a toute cette zone d'exclusion le long du Brésil. Donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment remonter quasiment par le chemin par lequel ils sont passés à l'aller. Et donc forcément, qui dit poteau noir dit désavantage aux meneurs. C'est toujours un avantage pour le deuxième, encore une fois, parce que le premier va faire éclair, le deuxième va pouvoir s'adapter à la situation du premier. Donc je pense que rien n'est fait du côté de cette catégorie, surtout si l'écart reste similaire. Et encore une fois, si ce que j'ai vu est bon, c'est-à-dire que dans le portant, le Banque Populaire m'a l'air plus rapide, ça peut peut-être être intéressant. Il passera peut-être devant, même avant ce passage du poteau noir, on verra ça demain. Troisième, Edmond Rothschild avec Charles Caudrelier et Erwan Israël, 138 000 nautiques de retard. Bateau qui date de 2017, c'était un peu l'inquiétude que je vous avais dit lors de la présentation de cette course. J'avais un peu cette inquiétude-là de me dire, est-ce que c'est un bateau qui est toujours à la page, Gitana? C'est la référence jusqu'à cette course-là, c'était la référence Gitana. Mais c'est quand même un bateau qui maintenant a 6 ans, donc qui n'est pas tout jeune. En plus, encore une fois, chez Gitana, on a quand même perdu du monde. Pour tout vous dire, Rouxel, Josse, c'est des mecs qui ont été sur Gitana. Qui ont travaillé sur Gitana, par exemple. Donc chez Sodebo, chez Edmond de Rothschild, Camas qui est parti chez Charles. On a perdu quand même des personnes qui étaient dans les équipages précédents de Edmond de Rothschild.
Et puis, on est sur un bateau qui, là, est un peu moins rapide. Alors, c'est pas flagrant, encore une fois, mais quand les autres vont à 32 nœuds 4, et ben lui, il va qu'à 32 nœuds. Voilà. Donc, ça fait une petite différence. Et là, on est quand même à 138 000, donc ça commence à faire un petit écart. Surtout qu'encore une fois, l'arrivée devrait être dimanche ou lundi pour les concurrents. Parce que là, je pense qu'à partir de maintenant, ça va aller assez vite. Ça va pas être facile en 4-5 jours de récupérer son retard. Bon, pour Sodebo, c'est toujours compliqué, Sodebo. Malgré tout, là, sur les 4 dernières heures, il y a 24 nœuds, donc c'est plutôt pas mal. Ça doit lui faire mal de croiser les concurrents de devant. Ça, je pense, comme Actual. Mais Actual s'y attendait un peu plus, je pense, que Sodebo. Il a repris un peu d'avance quand même sur Actual, c'est-à-dire qu'il a 400 000 nautiques de retard, et surtout, il y a quasiment 100 000 nautiques de retard par rapport à Actual, mais ça reste compliqué pour Sodebo. Qui n'a pas trouvé la bonne carburation sur cette course. La fenêtre en plus a un peu fermé pendant la nuit, donc l'écart s'est encore agrandi. Et puis bon, là, depuis ce matin, il stabilise, on va dire. Là, vous voyez, sur la dernière heure, il était à égalité par rapport au bateau de tête. Mais bon, ça reste compliqué. Il est à 24 nœuds 3. Et là, je pense que dans les heures à venir... l'écart risque d'augmenter et il ne reviendra pas. Sodebo, il sera 4e. Il pourra peut-être accrocher le podium s'il y a un des 3 bateaux de devant qui a un gros problème technique. Mais bon, à part ça, je pense que ça va être compliqué. Et pour Actual fait sa course. J'ai 490 000, c'est pas mal. À ce moment-là, on a fait quasiment, je crois que c'était 14 000 nautiques de course qui étaient prévues. Donc sur 10 000 nautiques, ils sont qu'à 490 000, 500 000 nautiques. C'est mieux que d'habitude, je dirais, pour Actual. Par rapport aux dernières sorties, je dirais avec Yves Le Blévec, on est un peu mieux avec Anthony Marchand et Thierry Chabani, donc ça se passe plutôt bien. On peut encore le noter qu'au bout de 10 jours de course, pas de gros problèmes majeurs annoncés sur les différents bateaux, ce qui montre encore une fois que ça va être intéressant pour le Tour du Monde, parce que 10 jours là, c'est le temps qu'on mettra pour arriver en Afrique du Sud à peu près. Donc c'est-à-dire que déjà pour arriver jusqu'en Afrique du Sud, c'est des bateaux qui sont capables de le faire sans grave problème. On passe aux Ocean 50. Alors, pas de nouveaux soucis du côté des Ocean 50. Cette nuit, on est dans une zone de molle, comme on avait eu chez les Ultimes, à peu près au même endroit, un petit peu plus bas, du côté de Thibaut Vauchel-Camus, qui continue sa course en tête. Vraiment une belle performance pour le moment, avec 62 000 nautiques sur Viabilis et 80 000 nautiques sur Réalité, qui est un peu décalé, Réalité, pour le moment, par rapport à la route des deux concurrents. Et on voit Viabilis qui est en train de bifurquer un petit peu par rapport à la route de Thibaut Vauchel-Camus, en sachant que demain, normalement, on aura passé à Madère et que la route aura changé dans cette catégorie. Donc pour ce trio de tête, vu que derrière, on a eu des gros soucis techniques. Donc c'est plutôt intéressant, journée tranquille, avec donc 16 nœuds sur les 24 dernières heures pour Solidaire en peloton, contre 15-1 pour Réalité et 14-7 pour Viabilis. Donc on est quand même sur des valeurs qui sont assez proches entre ces différents Ocean 50. Du côté des réparations, donc le Rire Médecin, lui, est en train de revenir des matages. Primonial aussi, on pense à un abandon, ils sont quasiment de retour. Primonial à Lorient. Du côté de Rire Médecin, on est arrivé quasiment à la Corogne, juste au-dessus de la Corogne. À la Corogne, vous avez Coesio qui est en train de réparer. Grosso modo, ils ont fait un trou dans le bras de liaison pour voir quelle était l'étendue des dégâts, et après avoir vu après avoir étudié grosso modo ce trou, donc ils étaient en train de le faire pendant l'après-midi. Ils étudieront la suite de la course pour Arwan Leroux et Audrey Augereau, ce qu'ils vont faire pour la suite, parce qu'encore une fois, si le trou révèle d'autres dégâts structurels plus importants, ça pourrait être la fin de la course du côté de ce bateau. Donc pour le moment, on rappelle, Solidaire en peloton devant Viabilis et Réalité. On est à peu près sur les mêmes trajectoires depuis ce matin dans cette catégorie. On a assez peu bougé. Là, encore une fois, Viabilis qui a changé il y a 2-3 heures, parce que j'ai regardé le dernier point que j'ai fait, c'était à 15 heures. Donc voilà, il a un peu bifurqué depuis. Donc on va voir ce que ça va donner sur cette stratégie. On va voir la météo dans 10 heures.
dans cette zone-là, eh bien, on sera encore dans une zone avec très peu de vent. Donc, je pense que c'est l'objectif, en fait, peut-être de Viabilis, c'est de se décaler, vu qu'il sera là, pour tenter d'être un peu plus proche, pour tenter de récupérer cette zone-là. Mais Solidaire en peloton sera peut-être un peu plus bas à ce moment-là. Donc, s'ils ont un peu plus de vent, encore une fois, ça peut aller très vite à partir de là. Avec le vent, il faudra faire attention. Et réalité, je pense que ça va pas être facile parce que ça a l'air plutôt de se décaler vers l'ouest au niveau de la météo. Mais bon, après, ça peut se changer à la dernière minute. Mais ça me semble pas forcément la bonne stratégie du côté de réalité. Après, ils sont troisième, ce qui est déjà une belle performance pour ce bateau. On revient à la météo. On passe aux IMOCA. Pas mal de dégâts du côté du IMOCA. On va commencer par Apicil, ça c'était à 9h ce matin, qui a cassé sa baume en deux. Alors il a montré les images, elle est vraiment fracassée en deux, la baume. Ce qui fait que la grande voile ne tient plus très bien. Donc ils vont aller dans un port de Bretagne pour tenter de réparer. Je pense qu'ils ont dû arriver même sur le port de Bretagne du côté d'Apicil. J'ai pas vérifié où ils sont parce qu'il y a eu pas mal de dégâts. Ils sont peut-être repartis à Apicil. Alors attendez, non, ils sont là. Non, ça c'est Lazare. Et à Piscil, oui, ils sont encore en train de repartir en arrière. Donc vous voyez, c'est pas encore fait. Ça devrait être peut-être Lorient pour Apicil pour faire le point là-bas. C'est dommage parce qu'ils faisaient un bon début de course. Ils étaient à la porte du top 10. Ils étaient 11 ou 12e. On continue avec un autre bateau. Ce matin qui a eu des problèmes. On va faire tous les problèmes également classe 40. Le Bleuet de France qui fait escale à Carino. Problème alors déjà, elles n'ont plus de J2, donc ça c'est quand même un problème parce que c'est une voile qui est toujours intéressante, le J2. C'est une voile qui est, on dirait que c'est un peu la voile polyvalente. Et puis la cadène a cassé. Voilà, donc ça c'est l'information. Donc il va falloir monter au mât pour réparer, donc forcément il fallait se mettre un petit peu en sécurité pour ces deux jeunes femmes. Également un problème pour le duo Oli Air et Nils Palmieri. Le gréement dormant s'est détaché de leur mât, donc là aussi il va falloir aller vers Brest ou Camaret afin d'effectuer une escale technique pour réparer. Je rappelle que les escales techniques c'est minimum 4 heures. Mauvaise nouvelle pour Stand As One. Vous savez, c'est le bateau qui est sur la même base que le nouveau bateau de Jean-Luc Ham. Eh bien, il y a un abandon à cause d'un problème structurel qui représente un risque pour le bateau, donc c'est pas très rassurant pour le bateau de Jean-Luc Ham. Encore une fois, c'est la même base technique, donc ce sont des bateaux à dérive droite, mais de dernière génération, c'est-à-dire c'est des bateaux qui viennent d'être conçus, donc avec au niveau de la carène, par exemple, il y a des petits changements, on est sur des carènes très droites, ça a été conçu pour que ça soit hyper léger, et surtout, tenter d'être aussi rapide que les foilers. On verra sur le prochain Vendée Globe, mais il y a un problème structurel sur ce bateau, donc il va falloir voir qu'est-ce qui s'est passé et réparer. Donc abandon pour Eric Bellion et Martin Lepape, c'est dommage, bateau de qualité. L'Imoca Lazare, également bateau intéressant pour Tanguy le Turquet. Ils ont vu à 8h qu'ils avaient une voie d'eau dans une mer qui était quand même assez déchaînée en plus à un moment où ça s'est déroulé. Ils font route également vers Lorient pour évaluer les dégâts. Mais voilà, une voie d'eau, c'est jamais très bon signe. C'était en début de matinée. Là aussi, MACSF, lui, a déchiré sa grand voile, donc fait retour vers Lorient. Pour tenter de fiabiliser cette grande voile qui s'est déchirée, donc tenter de la réparer. C'est le même problème qu'a Paul Meillat sur Biotherm. Donc mauvaise nouvelle parce que lui ça faisait partie des concurrents qui pouvaient accrocher le top 10. Paul Meillat sur Biotherm qui est un très beau bateau. Voilà, grand voile également déchiré. Et puis les skippers de Be Water Positive, Scott Sawyer et Nick Moloney,
ont dû ralentir à cause d'un problème technique. Mais là, on n'a pas plus d'informations sur ce problème technique du côté de ce bateau. Je réactualise sur la page de la Transat Jacques Vabre et il n'y a pas d'autres soucis pour le moment. On revient au classement. Pour le moment, c'est Jérémy Bayou qui est en tête. Il y a un petit peloton qui est en train de se détacher quand même, avec Johan Richomme, Thomas Ruyant avec Morgan Gravière sur Fort People et puis Charal. Très intéressant pour Paprec Arkea, c'est un bateau tout neuf qui a l'air d'être très rapide, un bateau qui est intéressant dans la manière où on a agencé le bateau, notamment je vous invite à regarder ça parce que c'est très intéressant. On voit quand même que Thomas Ruyant a pas du tout pris la même trajectoire, donc il y a plusieurs possibilités, soit on essaye de prendre le front plein centre, soit il y avait une route au sud ou une route au nord. J'ai l'impression que personne véritablement tente pour le moment la route au nord, mais Thomas Ruyant comme Maître Coq et VNB Montbana et Maxime Sorel est souvent dans les bons coups, comme Yannick Bestaven, et c'est pas les mecs les plus à prendre le plus de risques. Alors si j'avais vu un Louis Burton, je me serais dit ah ouais, c'est peut-être pas forcément la stratégie du siècle, mais là on est quand même sur des skippers qui suivent la même route, donc c'est peut-être une route intéressante. Donc Jérémy Bayou lui prend une route un peu plus normale avec Johan Richomme. Initiative Cœur, toujours 4e, belle performance pour le moment de Sam Davis avec Jack Boutel, ça marche bien. Justine Métro, on se souvient, c'était la belle performance l'année dernière sur la route du Rhum avec Julien Villon, et bien qui confirme en étant 5e. Et puis ensuite, on a Sam Goodchild et Antoine Corr sur Force the Planet. Alors Sam Goodchild qui est un habitué des Ocean 50, qui est passé sur un IMOCA, qui avait eu un problème hier, une réparation. Ça leur avait fait perdre un petit peu de temps. Ils avaient considéré que c'était à peu près 60 000 nautiques. Donc ça veut dire que ça va vite en ce moment pour Sam Goodchild. Avec Force the Planet. Maître Coq donc 7e avec Montbana juste derrière, et puis Clarisse Kremer toujours dans le top 10 avec Alan Roberts sur l'Occitane en Provence. Bateau de qualité, c'est l'ancien Ativia, mais qui a été repris il n'y a pas si longtemps que ça par Clarisse Kremer et ce projet de l'Occitane en Provence. Et puis belle performance également de Benjamin Dutreux et Corentin Oro sur Guyon Environnement Water Family. 10e place, ça se passe bien pour eux, comme pour Sébastien Simon, même s'il a perdu un petit peu de temps. Sébastien Simon comme Malaysia, c'est des concurrents qui ont eu une deuxième journée un peu moins bonne que la première. Giancarlo Pedocté est 14e. Pip Air n'a pas encore fait sa pénalité, elle est 15e, 16e pour la Micaline. Kojiro Shiraishi, très belle performance pour le moment du japonais qui est 17e, qui prend l'expérience. Hublot, j'ai envie de dire, c'est toujours un petit peu ma déception ce bateau-là avec Alan Aurora. Et puis Devenir, qui remonte un petit peu dans le classement. Première journée où elle avait été, je pense, assez... ils avaient navigué de manière assez prudente du côté de l'ancien bateau de Jean Le Cam, le Yes We Can, le bateau Devenir. Donc voilà, ils voulaient, je pense, pas trop taper dans le bateau. Donc là, on est à 119 000. Il y a déjà des écarts en IMOCA quand même, après 2 jours de course. Guirec Soudé, 21e. Donc Louis Burton, qui a fait sa pénalité de 5 heures, lui est 22e pour le moment. Est-ce qu'on voit des grands concurrents qui sont un peu derrière, à part ceux qu'on a énumérés, qui ont eu des soucis techniques? Non. Pas de grandes surprises. On peut signaler également la 37e place pour l'instant de Yi Young-Shu et de Mac Goldwyn, skipper d'expérience Golding, qui doit avoir 70 ans, Mike Golding, et qui est pour l'instant 37e. Il faut savoir que les deux ne parlent pas très bien, ne se comprennent pas totalement, parce que le chinois ne parle pas très bien anglais et Mike Golding, il parle pas bien le chinois non plus, donc c'est un petit peu compliqué. On passe aux classes 40 pour le moment, toujours à la Grande Pirelli qui fait la course en tête, mais bon, le match est serré, on a un petit peloton de 5 concurrents également qui s'est isolé. On va revenir, même un peu plus, parce que il y a encore un beau peloton. On s'était mis un petit peu à l'abri là au large de l'Espagne hier. Bon, on a continué à naviguer près des côtes avec à la Grande Pirelli devant Ipsa. Le Galet, c'était un des concurrents qu'on n'avait pas trop vu lors de la première étape, qui est 3e. Amaris avec Gilles Dasmaï qui était hier 2e, qui est désormais 4e, qui a fait Joyeux 5e, qui a perdu un petit peu de terrain mais qui reste dans le match, comme Project Rescue Océan, Inter Invest, la Boulangère Bio, elles ont même eu le temps de se faire un café.
parce qu'elles ont fait une vidéo ce matin. Groupe SNEF, toujours un petit peu en retrait sur cette deuxième étape pour le moment. Et puis Crédit Mutuel qui était 9e hier, qui est 10e aujourd'hui. Donc pas de grands changements pour le moment. Voilà, ça se passe plutôt bien. Peut-être des petites déceptions pour Centracor. Et encore, il est 14e, donc c'est plutôt pas mal quand même. Peut-être Edenred également avec Emmanuel Lerore et Le Roc. Et Basile Bourgnon, 20e pour le moment. Mais c'est une classe où, vous voyez, encore une fois, on a 21 bateaux en 50 000 nautiques. Et pourtant, eux, ça fait depuis 3 jours qu'ils sont là. Donc il y a vraiment... voilà, même Kenny Piperol, il est à 58 000. Donc vous voyez ce gros peloton là qui est très très proche, qui a du vent, qui va avoir du vent également encore dans les prochaines heures. Voilà, ils vont avoir le front qui va leur passer dessus. On peut se demander si NJ va pas prendre une stratégie autre, pas NJ, Anatole Facon et Alice Valergue vont pas prendre une autre stratégie parce qu'elles sont restées beaucoup plus sur l'orthodromie. J'ai pas vu la météo également des IMOCA dans les 10 prochaines heures. Bon, on va se prendre un énorme front, donc la nuit va encore être musclée du côté des concurrents de la flotte. Vous voyez, dans 19 heures, bah là, c'est du rouge. Donc là, vraiment, les bateaux vont aller vite, mais ça va être casse-bateau, je pense, voilà, demain. On risque encore d'avoir des dégâts, notamment sur les grands voiles, parce qu'on a vu plusieurs casses, encore une fois, de soucis de grands voiles. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ces différentes catégories. Nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de cette journée numéro 11. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao.